Peut-on se faire virer 3 fois en 6 ans, dont une fois sur le parking d'un fast-food à 2 heures du matin, et quand même aimer le management? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Pauline. Elle va nous raconter son histoire de détestation, passion avec le management. En effet, on va voir comment elle a commencé par détester le management, puis ses prises de passion pour lui, et enfin a décidé d'en déléguer le quotidien. Elle va nous raconter toutes ces péripéties, dont un recrutement raté qui a ruiné sa boîte. Mais surtout, pendant tout cet épisode, on va échanger nos meilleures pépites. Par exemple, Pauline va nous expliquer comment elle met de l'émotion dans ses processus d'entreprise. Je te conseille de prendre des notes, et si tu veux recevoir des pépites régulièrement sur ta boîte mail, n'hésite pas à t'abonner au mail privé. Mais pour le moment, place à l'histoire de Pauline Sarda. Hello Pauline. Hello Cédric. Comment vas-tu en ce début d'année? Eh bien écoute, ça va très bien. Je te remercie pour cette invitation. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Enfin, on y arrive parce qu'on a eu quelques tentatives infructueuses l'année dernière. Je voulais faire un interview à 3, je crois, et on n'a jamais réussi, ou à 4, je me souviens plus, on n'a jamais réussi à trouver un moment qui corresponde à tout le monde. Donc voilà, à 2, c'est plus simple. C'est comme ça. les 1-1, tu vois. On est le 3 janvier, je sais pas quand on diffusera l'épisode, mais bonne année du coup à toi. Meilleurs vœux pour cette année. On a un peu discuté en off. Tu m'as dit que 2023 n'ait pas été évident, donc tu dois sûrement avoir plein de vœux pour 2024. C'est ça, exactement. Alors, pour commencer, ce que j'aime bien, c'est que tu nous dises ce qui te fait avancer dans la vie. C'est quoi ton message, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes clients ou aux gens que tu rencontres, peu importe, mais qu'est-ce que tu as envie de dire au monde et d'où ça te vient? Question hyper intéressante. Ce que j'ai envie de dire, je dirais que j'ai 2 grands messages qui sont très importants pour moi. Le premier, c'est la notion de responsabilisation. C'est quelque chose de très important pour moi, la responsabilisation individuelle. Ça vient de mon parcours. En fait, j'ai été cette personne qui se victimise en permanence avant que j'entreprenne. Ah bon? Ouais, j'ai été cette personne, effectivement. Et voilà, les expériences de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que en fait, j'avais le pouvoir sur ma vie, j'avais le pouvoir pour faire des choses et qu'il fallait que j'arrête de toujours remettre la faute sur l'extérieur, sur l'environnement, la météo, etc. Et que moi, j'avais une part de responsabilité dans tout ça. Donc ça, c'est très, très important pour moi et c'est ce qui fait que je me lève vraiment chaque matin. J'ai envie vraiment de transmettre ça à nos clients, mais aussi plus globalement autour de moi. Et après, la notion de passage à l'action. Pour moi, on prend confiance en soi quand on passe à l'action. Et ça rejoint un petit peu la notion de responsabilisation. Hein. C'est-à-dire que pour moi, si tu n'agis pas, il ne se passe jamais rien de bien. Enfin, de bien, non, mais il se passe jamais rien de plus. Tu fais jamais plus grand, tu fais jamais mieux, tu vois. Donc, c'est vraiment ces 2 grands messages-là. Super, j'adore. Ouais, quelquefois, moi, j'ai un truc que j'observe en ce moment, je sais pas si tu as remarqué, enfin, en ce moment, depuis un moment, il y a beaucoup de trucs sur le mindset qui circulent, et je trouve que c'est super. C'est vraiment bien d'avoir le bon mindset, etc., etc. Mais parfois, attendre d'avoir le bon mindset pour passer à l'action, ça peut, un an après, j'ai toujours pas le bon mindset, je suis pas passé à l'action. Et ce qu'on dit pas assez, c'est que, en fait, ton mindset, il se transforme quand tu passes à l'action. Parce qu'en fait, tu sais ce qu'il y a derrière ton passage à l'action. Alors qu'avant d'y passer, bah, tu sais pas ce qu'il y a derrière, quoi. C'est comme la prise de décision. Je suis pas prêt à décider, je suis pas prêt à décider. Mais en fait, tu sauras jamais les impacts réels de ta décision. Tu ne le sauras qu'une fois que tu as décidé. Donc, la décision t'ouvre sur de nouveaux possibles. C'est un truc... Donc, j'adore. Super. Ça me va. Et ben, du coup, je peux te demander, maintenant que j'ai validé ça, est-ce que tu veux bien présenter, nous dire d'où tu viens, où tu es et où tu vas? Ok, d'où je viens. D'où je viens, tu veux dire où j'habite? Non, d'où tu viens dans ta vie, en fait. Et je veux bien savoir où tu habites. Mais... Oui, je pense pas que ça va changer grand-chose pour tes auditeurs, mais j'habite à Toulouse, voilà, mais je suis parisienne initialement. D'où je viens, moi, j'ai un parcours semé d'embûches, je dirais. J'ai pas été une cliente de l'école.
Par exemple, je me suis fait virer du collège, je me suis fait virer du lycée. J'ai pas été prise dans un lycée, du coup bref, ça a été compliqué, tu vois, houleux. Ensuite, j'ai fait des études de commerce, enfin j'ai fait un BTS commercial et après je suis partie vivre à l'étranger. Puis quand je suis revenue, j'ai repris mon travail de commercial, on va dire, et j'ai eu une dernière expérience en tant que salarié négative, disons, puisque j'ai été virée. Donc, en tout et pour tout, j'ai été virée 3 fois. Donc oui, Mais en hein, fait, tu te fais virer de partout, c'est quoi? c'est ça. Oui, alors c'est pas glorieux comme ça, mais aujourd'hui, si j'ai tant de facilité à en parler, c'est parce que je sais que ça m'a nourri, ça m'a servi, tu vois, sur plein de plans. Mais en fait, en tout et pour tout, dans ma petite carrière, parce que j'ai été 6 ans finalement salariée, dans ma petite carrière, j'ai été virée quand même 3 fois. Et donc, ça fait beaucoup. Tous les 2 Dont ans. mon premier job, faut le savoir, mon tout premier job salarié, j'ai été virée. Voilà, c'est génial D'accord. pour starter pack pour commencer dans la vie, c'est génial. Mm. Et donc, après m'être fait virer donc la dernière fois, j'ai choisi de reprendre mes études. J'ai repris des études en Alors, marketing. on a le droit de savoir pourquoi tu te fais virer de ton premier emploi ou c'est secret? Alors, on peut, mais pour te dire justement, c'est ça qui est assez... c'est-à-dire que c'est flou. Les explications sont floues. Je travaillais dans un grand fast-food duquel je ne citerai pas le nom, euh, même si on s'en doute un petit peu. Et en fait, ils m'ont convoqué. Je me souviens, j'étais de fermeture ce jour-là. Je finissais à 2h du matin. Ils m'ont convoqué à 21h au début du service. Et ils m'ont dit qu'il y avait des comportements chez moi qui leur plaisaient pas. Et donc j'ai demandé, je dis ok, mais tout se passe bien, je comprends pas. Il y a 2 heures, j'ai mon manager qui vient me dire que tout va bien. Donc là, du coup, il y a un décalage avec le message que moi j'ai, et etc. Et j'ai jamais eu vraiment d'explication. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, évidemment, n'ayant pas ma langue dans ma poche, encore moins à cet âge-là, parce que j'avais pas l'expérience. Voilà, j'avais 18 ans, quoi. Donc voilà. Je me souviens qu'ils m'ont dit bon, écoute, on te laisse 15 jours. Et si dans 15 jours, ça va toujours pas, on n'est toujours pas content, c'est fini, quoi. Et après, ils m'ont dit, en revanche, si après les 15 jours, tu restes avec nous, mais que là, il y a encore des choses qui vont pas, là, par contre, ça va pas être la même chose. Et ils m'ont dit ça de cette façon-là. Et en fait, moi, j'ai dit, je savais de toute façon que j'étais finie à ce moment-là, à partir du moment où j'allais parler. C'était fini. Et j'ai dit, ok, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si jamais ça continue, alors qu'en plus, je ne sais même pas de quoi vous parlez, c'est-à-dire je ne sais même pas sur quel élément je dois me corriger à ce jour. Si je continue, etc., vous allez faire le forcing pour que je parte et vous n'allez pas le faire de la bonne façon. Ouais. Et donc là, ils n'ont pas apprécié que je dise ça. Et donc, j'ai terminé ce soir-là à 2h du matin et je me suis retrouvée toute seule sur mon parking à pleurer parce que quand même, ça fait mal, hein, quand même, malgré voilà. Tu vois, ce qui est surprenant, c'est que, en fait, tu peux pas faire un feedback ou virer quelqu'un d'ailleurs sur une attitude. Tu peux que le faire sur des comportements. S'il t'avait dit, bah, tu vois, à cette occasion-là, blablabla, à cette occasion-là, blablabla, bah, là, tu aurais pu réellement prendre la décision. Te dire, bah, ouais, je peux corriger ça, ouais, en effet. Oui, vu de leur point de vue, machin. Mais si tu n'as pas cette chance-là, bah, c'est ça. J'avais pas les éléments, en fait, pour me corriger, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu te retrouves à 2h matin sur ton parking. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, là où je m'étais arrêtée juste avant, c'est que j'ai repris mes études en marketing après la dernière fois où je me suis fait virer. Je précise quand même, pour les auditeurs, il y a eu aussi des jobs où ça s'est très bien passé, où je n'ai pas été virée. Non, il y en a eu où c'est extrêmement bien passé, où je suis allée au bout des contrats, etc. Et donc j'ai repris mes études et puis j'avais pour objectif potentiellement d'entreprendre, mais on va dire que tu vois c'était un petit peu comme il y a beaucoup de gens qui se disent un jour je ferai ça et qui le font jamais. Et je pense qu'à ce moment-là j'étais dans cette optique-là, tu vois, j'étais en mode bon allez un jour j'entreprendrai mais je ne sais pas quand. Et puis une expérience dans une startup B2B en stage à la fin de mes études a fait que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et donc je me suis lancée presque du jour au lendemain sans me poser trop de questions. D'accord. Donc tu t'es installé, tu as créé ta boîte ou en tant qu'auto-entrepreneur? Ouais, en tant qu'auto-entrepreneur au départ, bon j'ai fait forcément, hein, le début c'est pas toujours facile.
Donc, j'étais consultante en marketing digital spécialisée sur LinkedIn. Ça a été mon premier job, on va dire, d'entrepreneur. Et puis après, l'entreprise a grandi et donc les choses ont changé entre-temps. Mais c'est ça, ouais. Et surtout, tu vois, au bout de la 3e fois que tu te fais virer, au bout d'un moment, surtout que j'ai eu, en fait, une conversation avec mon manager ce jour-là, parce que je l'ai demandé. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, ok, surtout qu'il faut savoir que comment j'ai appris que j'allais être virée, c'est qu'en fait, j'avais la boîte mail de mon manager. Mais c'était officiel, hein, j'avais sa boîte mail, il n'y avait aucun problème, c'est moi qui gérais en partie. Mail, ouais. Voilà. Et en fait, je suis tombée sur un mail du grand boss. Et donc, j'ai vu que j'étais pas dans la liste, en fait, des suivants, quoi, de ce qui allait suivre. Et donc là, j'ai compris, tu vois. D'accord. Alors que ça se passait très bien aussi, hein, encore une fois. Hein, ouais. Et donc là, moi, je suis allée voir mon manager et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis tombée sur ce mail. Bon, déjà, il est tombé des nues, incomplet. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je termine ma journée et ce soir, je veux absolument qu'on ait une discussion et je partirai pas d'ici sans savoir, en fait, pourquoi. Ouais. Parce que moi, et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, moi, là, c'est la 3e fois maintenant là que ça arrive. Et donc là, il est temps que je comprenne parce que moi, je peux plus avancer dans la vie sans savoir c'est quoi le problème avec moi, quoi. Tu vois. Bien sûr. Donc, j'ai compris des choses à ce moment-là et je me suis dit, bon, allez, on arrête les dégâts et on va essayer de se construire tout seul un petit peu pour voir ce qui se passe. Super, top. Merci pour avec plaisir. Ces morceaux de vie, c'est intéressant. Donc, à ce moment-là, tu t'es installé spécialiste digital, mais surtout sur LinkedIn. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a quelqu'un de Outils du Manager qui a suivi une de tes formations. Je sais pas si ouais. Tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. Concrètement, en fait, j'ai commencé les 2 premiers mois en tant qu'indépendante. Je m'étais mise en tant que community manager freelance. J'ai eu 2 clients et ça s'est bien passé, mais c'est moi qui me sentais pas forcément bien et à l'aise sur les missions que j'avais. Donc du coup, je me suis repositionnée et donc du coup, effectivement, j'ai fini entre guillemets consultante sur LinkedIn. Et puis c'est allé hyper vite. C'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, générais déjà un très bon chiffre d'affaires. Je devais être à 4-5 000 euros de chiffre d'affaires déjà au bout de 5 mois d'activité. Donc, pour moi, c'était complètement inespéré, surtout que, tu vois, quand tu démarres en indé, tu sais absolument pas en vrai qu'est-ce que tu vas gagner. Enfin, tu vois, t'as aucune idée de ce que ça peut donner. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, allez, déjà, si je suis à 2005 de chiffre d'affaires, c'est cool. Ça me fait un petit 2000, en gros, si t'enlèves les charges. Et donc, là, ça a commencé à extrêmement bien fonctionner. J'étais demandée j'ai accompagné des directeurs commerciaux alors que ça faisait que quelques mois, tu vois que bon, parce que j'étais commerciale avant aussi, je pense que ça joue là-dessus. Et puis je me suis retrouvée un an et quelques mois après ce démarrage-là, avec 3 mois d'attente pour m'avoir en call. Génial. Et 3 mois d'attente pour démarrer des missions, quoi. Oversubscribed, on dit en anglais. C'est ça. Donc, j'étais archi bookée. Donc, c'était vraiment génial. Mais c'était aussi un problème, tu vois, un problème de riche, certes, mais un problème quand même, parce que je commençais, tu vois, je me souviens, je recevais des tonnes de messages, de mails, de messages sur LinkedIn et tout. Et en fait, je me rendais compte, tu vois, 3-4 mois après, parfois, que j'avais pas répondu à des messages, tu vois, et bon, ça le fait pas, hein, mais c'est parce que j'étais complètement overbooked. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé, on va dire, à me poser des questions, à savoir, est-ce que j'ai envie de faire grandir l'entreprise? Est-ce que j'ai pas envie? Parce qu'on peut aussi rester complètement indépendant, hein, on peut aussi choisir de réduire la voilure et il y a pas de mauvaise ambition. Mais du coup, je me suis vraiment posée sur ma vision, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout en sachant que quand je me suis nichée en réalité sur LinkedIn, je l'ai fait hyper consciemment et hyper stratégiquement. Parce que je me suis rendu compte, les 2-3 premiers mois de mon activité, je me souviens que je faisais du networking, c'est-à-dire que je m'obligeais, alors que j'avais pas encore de mission, à faire 2 events par semaine. J'avais envie aussi de me créer un peu cette nouvelle famille entrepreneuriale que je connaissais pas, parce que j'étais pas entrepreneur, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi. Et je me rendais bien compte que je revenais avec des tonnes de cartes de visite, mais que je revenais avec rien d'autre et que j'étais jamais rappelée et que il se passait pas ce que j'avais envie qu'il se passe. Et donc, je me suis nichée sur LinkedIn stratégiquement, certes parce que j'ai bossé en fait dans une startup B2B avant, pendant 6 mois, et qui a fait que j'ai un petit peu cumulé, tu vois, un petit peu d'expérience sur LinkedIn. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, je sais qu'il y a de la demande et je vais me placer là-dessus.
Et au moment, donc là on revient finalement au moment où j'ai voulu me poser sur ma vision, je savais de toute façon qu'à un moment donné, j'aurais envie de m'élargir. Ok. Parce que LinkedIn, c'était trop niché pour toi. Ou Ouais, tu prenais ton pied, c'était pas LinkedIn qui te faisait prendre ton pied, c'était autre chose. ouais, alors déjà il y avait ça, Mm. et il y avait aussi le fait que LinkedIn, à un moment donné, bon bah, tu vois, c'est comme tout, ça passe. Donc Ouais. là, au moment, tu vois, donc ça, j'ai voulu aussi prévoir ça. Mm. Et aussi parce que oui, au bout d'un moment, enfin, quand tu fais toujours la même chose, c'est fatigant. Enfin, il y a des gens à qui ça plaît à fond. Mm. Moi, ça me plaisait moins. Et surtout, mes accompagnements ressemblaient de plus en plus à des accompagnements en réalité business 360 que Ok. juste LinkedIn, tu vois. Mm. Donc du coup, je me suis dit non, là, en fait, je pense que c'est le moment de m'élargir. Et Ok. donc, je me suis posé toutes ces questions-là et ensuite, j'ai commencé à sortir enfin, j'ai élargi mon positionnement, on va dire, pour faire court. D'accord. Ok. Aujourd'hui, tu es dans quelle configuration ou quel créneau et c'est quoi aujourd'hui ton activité ou ton entreprise d'ailleurs? Ouais. Aujourd'hui, du coup, je suis gérante et fondatrice de Step 22. Donc, c'est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs à construire et développer leur business à travers 3 grands piliers, le marketing, la stratégie commerciale et la structuration. Même si clairement, j'ai quand même un prisme très focusé sur la partie stratégie et commerciale. Je pense du fait tout simplement de mon expérience d'avant. Et aujourd'hui, concrètement, on a un gros accompagnement de 6 mois pour les entrepreneurs. On appelle ça, enfin nous on les appelle les semi-avancés parce que c'est ni des débutants ni des très avancés, donc c'est entre les deux. Ouais. Et d'ailleurs, cet accompagnement, il a vu le jour parce que moi, justement, au moment où je me suis retrouvée dans la question, la vision, qu'est-ce que je fais, je grandis pas, je fais quoi, etc., j'ai cherché à me faire accompagner à ce moment-là et il y avait rien. C'est ce que Je n'ai j'allais dire. rien En trouvé. fait, tu t'es retrouvé enfin, tu as retrouvé chez les autres la situation que toi tu avais vécue. Et juste une Ouais. question, pourquoi ça s'appelle Step 22? Alors, step parce que en fait, si tu veux déjà, il y a quand même une volonté avant que j'explique précisément ce que c'est. Mm. Je sais pertinemment que moi je vais évoluer et que l'entreprise va évoluer. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, potentiellement, ça prendra d'autres formes dans 3, 4, 5 ans. Et Ok. donc déjà, j'avais surtout pas envie d'être enfermée dans, j'en sais rien, je te dis une bêtise, Pauline Consulting ou je sais pas, digital, tu vois. Enfin, j'avais pas du tout envie d'être catégorisée là-dedans par rapport au nom de la société. Mhm. Donc step parce que tout simplement, alors déjà c'est quelque chose que je dis souvent. Je dis souvent step by step, etc. C'est un mot que j'utilise régulièrement. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que quoi qu'il arrive, on aidera toujours et on accompagnera toujours les entrepreneurs à passer des steps, à passer des paliers, à avancer. Donc ça, c'est pour ça step. Et le 22, il faut pas chercher. J'adore les chiffres. J'adore aussi les métaphores, etc. Et d'ailleurs, tous nos accompagnements ont des chiffres à l'intérieur. Ah ouais. 22, c'est ni plus ni moins parce que je suis née un 22. Oh, facile. Ouais, je suis né Voilà, le donc 23, facile. donc j'aurais pu créer Net Step 23 alors. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, en gros, tes clients, c'est qui aujourd'hui? Parce que quand tu dis c'est des gens qui sont pas débutants Mm. mais qui sont pas confirmés, ou on va le dire autrement. En gros, c'est quoi le step que tu leur fais passer? Tu vois, par Mm. exemple, il y a des gens, ils disent, bah, je les fais passer d'un chiffre d'affaires à 5 chiffres à un chiffre d'affaires à 6 chiffres, ou bien je les fais passer comment on appelle ça, d'une micro-entreprise avec une seule personne à une équipe de 5, etc., etc. C'est comme ça Ouais. que tu te définis ou c'est plus général ou en fait, comment tu sélectionnes tes clients? Alors déjà, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a 2 accompagnements, mais là, on va parler plus de celui dont j'ai parlé. On a un accompagnement vraiment pour les débutants. Donc Ouais. là, voilà, c'est un challenge de 45 jours pour construire son offre et trouver ses premiers clients. Très focus sur l'essentiel, commercial. Trouve des clients et on verra pour le reste après. Et après, on a aussi donc le 3-6. Donc là, c'est celui dont on parle pour les entrepreneurs semi-avancés. Et donc là, l'objectif, on va dire qu'on répond à 2 grandes problématiques. La première, c'est que on est face à des entrepreneurs qui génèrent quand même du chiffre d'affaires. Ça fonctionne, mais qui fonctionne en général que par le bouche à oreille ou la recommandation, qui ont très peu de fondamentaux stratégiques, qui n'ont aucun suivi des KPI, rien en fait, pas grand chose on va dire pour step up. Donc ça c'est vraiment une des grosses problématiques
qu'on accompagne. Et après, il y a aussi la partie où ils ont un business qui est complètement bricolé. Et donc, l'objectif, c'est de passer d'un business, on va dire, pas professionnel, on va le dire comme ça, même si c'est pas le bon mot, à un business professionnel. Mais ça passe aussi par la posture. Forcément, ils changent de posture. Ils commencent potentiellement à recruter. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'expliquais qu'on accompagnait sur 3 prismes, tu vois. Ouais. Le marketing, la stratégie et potentiellement la structuration, parce qu'on en a certains qui sont un step, tu vois, ils sont entre 30 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires par an, je te dirais. D'accord, ok. Et toi-même, au niveau de ton entreprise, du coup, c'est plus une entreprise individuelle, tu as des personnes. Alors aujourd'hui, dans l'équipe, on est 8. J'ai un salarié seulement et 7 autres qui sont freelance. D'accord. Voilà, pour la partie structuration, on va dire, pure. Ok. Et donc, pourquoi il y a une personne qui est salariée, pas les autres? C'est parce que lui, il a un poste particulier? Alors, pourquoi il y a une salariée et pas les autres? Parce que ce poste-là, j'avais besoin absolument, au bout d'un moment, les freelances, ça a ses limites. Ouais. Et donc, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui soit vraiment dans l'entreprise, qui soit là tout le temps, qui soit disponible pour les clients tout le temps. Enfin, voilà, il y avait aussi cette notion-là, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui est à plein temps? Oui. Ok. C'est-à-dire que son focus, c'est ta boîte et c'est pas une autre. Exactement. Et donc ça change les choses quand même. Je suis d'accord. Hein. Moi, j'ai la même expérience sur l'outil du manager. Je trouve qu'il y a vraiment, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a vraiment un écart, une grande différence entre avoir des freelances qui se partagent sur différentes entreprises et avoir quelqu'un qui est vraiment dans l'entreprise en permanence, comme toi, etc. Ouais, non, franchement, je trouve qu'il y a une vraie différence et sur tellement de choses, enfin aussi sur la partie management, hein, c'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Les enjeux sont pas les mêmes. Enfin, c'est totalement différent. Mais j'ai aussi quand même une bonne expérience avec des freelances, tu vois, qui sont hyper fidèles et qui travaillent avec nous depuis un moment et mais c'est différent, c'est clair. Ouais, moi aussi, c'est ce que je vois. Là, aujourd'hui, on a aussi structuré et on a des... Donc, pareil, j'ai Adélie qui est ma bras droit et qui est une personne qui est en permanence et qui est salariée, mais on réussit quand même, avec le réseau de l'équipe, à créer un vrai esprit d'équipe. Et je vois bien que il y a des gens avec qui ça marche mieux qu'avec d'autres dans notre expérience. Hein. Je parle pas des gens qui sont actuellement avec nous, mais tu as sûrement vécu... ce genre de truc. Je trouve que c'est pas toujours évident avec les freelances de trouver je sais pas comment dire, ce partage de culture d'entreprise, en fait, finalement. Non, alors, moi, ça m'intéresse maintenant qu'on rentre un petit peu dans ta vision du management. Et je vois que vous avez un petit peu discuté avec Adélie et elle a noté que tu disais que ta vision du management était à l'opposé total de ce que tu as connu en tant que salarié. Et ça m'intéresse vachement d'avoir et je pense que ça va intéresser nos auditeurs, parce que dans nos auditeurs, on a des gens qui aimeraient bien manager, qui managent pas, on a des gens qui sont managers en poste, et on a des chefs d'entreprise qui se sont peut-être pas encore occupés de leur management. Et donc, c'est intéressant pour eux d'avoir le point de vue d'une salariée et puis d'avoir le point de vue d'une salariée qui est devenue en position de manager. Parce que souvent, quand on passe dans la position du manager, on fait « Ah ouais, quand même. Ah oui, je comprends. C'est pas... » On comprend des choses, ouais, c'est clair. Comment tu pourrais résumer ça, en fait? En gros, pour faire simple, je manage aujourd'hui... Ouais, c'est ça, c'est à l'inverse de ce que j'ai connu. Alors, quand je dis à l'inverse de ce que j'ai connu, on va dire que j'ai repris ce que j'ai aimé et je rejette ce que je n'ai pas aimé ou ce dont j'ai manqué. Typiquement, par exemple, l'écoute, l'empathie, ce genre de choses que j'avais quasiment pas dans les boîtes dans lesquelles j'étais. Où t'as des questions du style ça va, mais c'est les ça va, les pas vrais ça va. Les pas vrais tu vas bien, tu vois. J'ai jamais eu, à part dans
une seule boîte que je vais citer parce que niveau management, ils sont géniaux, c'est Ikea. J'ai bossé chez Ikea en tant que cuisiniste parce que j'étais commerciale aussi cuisiniste. Enfin, j'ai fait plein de types de commercial, mais j'étais cuisiniste chez Ikea et c'était les seuls avec qui j'ai eu des one-one. Tu vois, des one-one managériaux, quoi. Pur et dur. À tel point que je me souviens que la première fois que j'ai eu ce rendez-vous, je leur ai dit, mais merci de prendre ce temps-là. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est normal, on fait ça chez nous. Ah bon? Enfin, tu vois, j'étais là, mais ça existe en fait, en réalité. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, quelque chose que j'ai repris aussi chez moi, évidemment. Donc, on va dire que c'est pas forcément toujours bien, je pense, de faire comme ça, mais j'essaye un maximum de me dire, OK, si j'étais dans la posture de mon collaborateur, qu'est-ce que j'aimerais? Comment j'aimerais qu'on me parle? Comment... tu vois, je me pose toutes ces questions-là et du coup, c'est pour ça que j'agis à l'opposé de ce que j'ai connu moi quand j'ai été déçue, en tout cas. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il faut se la poser, la question, vraiment. Ouais, tu penses? Ouais. C'est indispensable. Ça veut pas dire que tu vas faire exactement ce que veut ton collaborateur, mais tu auras connaissance de son idéal. Après, quelquefois, on peut pas avoir l'idéal. Quelquefois, c'est notre idéal, mais pas tout à fait. Quelquefois, c'est pas du tout dans notre idéal. Et donc là, ben oui, il faut pas qu'il reste, etc., etc. Mais je pense que la question, en tout cas, faut la poser à son collaborateur et il faut se la poser à soi en fonction de ce qu'on connaît de son collaborateur. Moi, je suis absolument convaincu. Maintenant, la position qui est pas évidente quand tu es manager, c'est que tu dois prendre en compte ça, et puis les désirs des autres collaborateurs, et puis la mission de la boîte, et puis la culture de la boîte, et puis il faut gagner de l'argent parce que sinon on peut se faire des bisous toute la journée, ça va mal finir, etc., etc. Il y a ça, mais ne pas se poser la question, c'est prendre le management à l'envers. Je pense que c'est évident. Tu vois, l'exemple que tu citais de McDo, c'est... Oh, pardon, c'est peut-être pas McDo d'ailleurs. C'est peut-être Quick, c'est peut-être Burger King, c'est peut-être... je sais pas, peut-être... Quick, ça n'existe plus, Quick, je crois. Si, ils reviennent là. Ah bon, pardon. Mais bon, bref. Ils n'existent plus, en fait. Et donc, en fait, ce à quoi tu as été confronté, ça a été à ça. C'est-à-dire que tu peux pas reprocher à quelqu'un sans lui dire exactement ce que tu lui reproches. C'est pas ce qu'attendent des collaborateurs. Ouais. Et puis, il y a l'autre truc qui est que souvent, c'est peut-être pas ton cas parce que toi, tu passes à l'action et tu es dans ce truc d'être responsabilisante et de prendre tes responsabilités, etc. Mais tu as plein de managers, en fait, ils pensent que le collaborateur ne veut pas recevoir le message. C'est-à-dire, moi, il y a un test que je faisais toujours quand je faisais une conférence. Je disais aux gens, bon voilà, qui dans cette salle, estime que son manager communique trop? Et il y avait personne qui levait la main. Et c'est toujours comme ça. En fait, quand tu es collaborateur, tu as toujours l'impression que ton manager ne te dit pas assez de choses, y compris les choses négatives. Et donc, c'est l'effort à faire chez un manager, il est de communiquer plus. Et donc, se poser des questions, s'intéresser à son collaborateur, etc., etc. Mais souvent, on a ce blocage. On se dit, mais non, je vais l'emmerder. Mais non, il va se demander pourquoi on prend 1 heure ensemble ou une demi-heure ensemble, etc., etc. OK. Bah, moi, tu vois, j'ai mis en place directement ça depuis le début, les one-one, en fait. Et du coup, j'ai jamais eu à faire face à, mais c'est bizarre, pourquoi elle veut me voir, Pauline? Tu vois, j'ai jamais eu ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, c'est dans l'onboarding, c'est dit. C'est-à-dire, tous les 15 jours, en fait, on va se voir. Et c'est un point qui est comme ça. Il est posé. Et c'est un espace d'échange pour qu'on discute sur est-ce que ça s'est bien passé pour toi les 15 derniers jours. Et je demande aussi dans les deux sens, tu vois. Je demande, moi aussi, comment j'ai été. Parfois, je sais aussi, parce qu'on s'en rend compte, des fois, quand, je sais pas, on a fait un feedback, on n'aurait peut-être pas dû le faire de cette façon-là. En général, on le sent. Et moi, c'est à ce moment-là que je vais en parler. Je vais dire, ah ouais, t'es sûr? Est-ce que à ce moment-là, quand je t'ai dit ça, est-ce que vraiment c'était de la bonne façon pour toi? Et donc, bref, j'ai vraiment ça. Et du coup, j'ai jamais ce truc de ah ben mince, il y a Pauline qui veut me voir, tu vois. Et j'essaye vraiment de maximiser, on va dire, la communication pour que ça génère pas un stress inutile, quoi. Oui, la première fois, parfois, quand tu es manager puis que tu mets ça en place,
parce que tu as écouté l'outil du manager, tu dis ouais, il y en a un, c'est super, je vais les mettre en place, etc. Bon, c'est l'outil fondamental du management pour moi, hein, je le dis à chaque fois. En fait, les gens peuvent avoir peur, ils peuvent se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que oui, en fait, c'est ça. dans notre culture, bah, ton manager, il s'intéresse à toi quand tu as fait une connerie, en gros, ou quand il va te virer. Donc, c'est un peu embêtant, quand même, comme culture. C'est pas ce qui donne envie de rester dans sa boîte. Et puis, c'est de plus en plus important parce que aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est plutôt en faveur des gens qui cherchent de l'emploi que des gens qui veulent recruter. Donc, l'entreprise, elle a intérêt à bien s'adapter à ça. Et effectivement, il y a un autre truc qui se passe quand on fait les 1-1 régulièrement, c'est qu'on connaît de mieux en mieux son collaborateur et nous, il nous connaît aussi de mieux en mieux. Et ce que tu disais, tu vois, de dire, ouais, quelquefois, je sens bien que j'ai pas fait la bonne chose avec mon collaborateur. Quelquefois, tu sens pas bien la chose. Tu crois ça, puis quand il te fait un retour, il dit, bah si, c'est normal. Ouais, exactement. Faut pas rester sur une impression. Moi, à chaque fois que j'ai une impression à un collaborateur, je lui pose la question. Je lui dis, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, un truc qui va pas. Ou, tiens, t'as l'air super. Parce qu'en fait, souvent, on se trompe, en fait. Même avec de l'expérience, même au bout de 30 ans d'expérience de management, c'est plus simple de demander aux gens, les choses qu'ils ressentent, plutôt que de les imaginer. Parce qu'on se trompe souvent. Bah oui, il faut éviter, sur les autres. Ok, super. Oui, alors, je m'étais dit... Donc aujourd'hui, ton système de management qui est en place, c'est tu fais des 1-1. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Enfin, il y a d'autres trucs, mais oui, c'est ça. Je fais des 1-1, clairement. Okay. Après, pour tout ce qui est, on va dire, management de projet, qui est au plus proche du collaborateur, j'ai choisi de le déléguer en grande partie parce que c'était dur pour moi. C'est-à-dire que il y a eu des moments où, tu vois, limite, je stressais quand j'avais des feedbacks à faire, tu vois. Donc attention, je dis pas que je fais pas de feedback aujourd'hui, j'en fais toujours, évidemment, automatiquement. Mais je suis à 80% moins, on va dire, ou je suis à 20% du management quotidien. Ok, super. Tu vois? Ok. Et donc, certainement que c'est ta salariée qui, elle, fait le management quotidien. Et non, figure-toi. Ah bon? Non. Tiens. Non. Ah, vachement intéressant. Non. Là, je suis surpris, ouais. C'est une freelance. D'accord. Ouais, c'est une freelance qui fait ça, bon, qui est là quand même un certain temps chez nous par semaine. D'accord. Mais ouais, c'est une freelance qui fait ça, qui est là avec nous depuis longtemps. Okay. Et ça s'est pas fait tout de suite, hein. C'est au fur et à mesure un petit peu de ses missions où elle est sur la partie process, structuration. Elle comment dire, elle crée les projets, elle les gère, etc. Et donc, si tu veux, par la force des choses aussi, elle est plus en frontal avec les personnes qui travaillent avec nous que moi directement. Surtout que moi, j'ai sur l'ultra concret, quoi. C'est moi, j'appelle ça une réalisatrice, en fait. C'est elle que tu délègues. Toi, tu as la vision de l'entreprise. Et puis, donc, faut qu'elle la comprenne bien, sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça. Mais après, la mise en œuvre quotidienne et gérer les congés et gérer les petits machins, il manque une information là, etc. T'es peut-être pas très forte là-dedans. Et donc, et surtout, ça te détourne de ta vision en général, du développement de ta boîte. Donc, c'est génial d'avoir effectivement c'est clair. un réalisateur ou une réalisatrice qui, lui ou elle, va être chargé justement de faire avancer ta vision, en fait, finalement. C'est un peu ça que vous avez... Oui, c'est ça. Ouais, non, complètement. C'est ça. Et puis quand j'ai vu que ça me prenait quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu vois, de faire des feedbacks, etc. Des feedbacks, je parle vraiment sur la partie opérationnelle. Hein. Je parle pas feedback management au sens large. Je me suis dit non, là en fait c'est pas possible. Et du coup j'en ai discuté avec elle. Elle m'a dit bah oui, si tu veux, on peut essayer en fait de fonctionner comme ça. Et donc ça se passe hyper bien. Maintenant je me retrouve aussi à la manager elle pour aussi lui. Tu vois, typiquement, il y a pas très longtemps, j'ai senti dans la salariée qui travaille avec nous, qui s'appelle Camille, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, je sens quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, au départ, c'était par écrit. Et elle m'a dit non, mais la semaine dernière, moi, j'étais en congé en fait, et la personne qui s'occupe, donc elle s'appelle Marielle. Je vais prendre les prénoms parce que c'est plus simple. Marielle, en fait, il y a eu
une petite altercation, on va dire, c'est fort de dire comme ça, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé quand j'étais pas là entre elles. Et donc, moi, Marielle, par contre, m'avait bien entendu, tenu au courant. Elle m'a dit, bon, ben voilà, il s'est passé ça la semaine dernière, etc. Mais je pensais que c'était OK, quoi. Et en fait, Camille, elle, de son côté, il y avait quelque chose qui était pas OK. Et donc, du coup, j'ai voulu avoir un échange avec elle. Je dis, écoute, on se fait un visio, on en discute, et comme ça, c'est bon, ça va être réglé. Et donc, j'ai essayé de comprendre les choses, etc. Et donc, derrière, je me suis retrouvée à appeler Marielle et à lui dire, écoute, il faut vraiment pas que tu fasses comme ça, ou que tu lui parles de telle façon, parce que sinon, ça va pas, en fait. On peut pas fonctionner comme ça. Elle m'a dit, oui, non, t'as complètement raison. T'as fait un feedback à ta réalisatrice, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Pour lui dire, surtout qu'on sortait, en plus, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, on sortait d'une erreur de recrutement, et je lui dis, en fait, on peut pas, et même aussi, on a eu plusieurs choses en 2023, mais on a eu une erreur de recrutement, en plus, on a dû rompre un contrat, en fait, un contrat salarié. Et du coup, je lui ai dit, en fait, on peut pas se permettre d'arriver au bout de ce qui s'est passé potentiellement là il y a pas longtemps encore avec un collaborateur, c'est pas possible. Donc pour ça j'ai besoin de toi, on est deux et il faut faire les choses bien. Complètement normal parce que vous êtes partagé le management. Ouais. Il y en a une qui fait le management quotidien et l'autre qui fait le management de type leadership. C'est toi. Et donc quand on prend la position de visionnaire dans sa boîte et qu'on délègue le management quotidien, on fait pas mal ça avec des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit que certains entrepreneurs, le management, ils sont super contents. En général, ils ont suivi nos méthodes et ça marche et ils sont contents que ça marche, sauf que ça les éclate pas, en fait. Et qui disent aussi, mais du coup, j'ai plus assez de temps pour ma vision et moi, j'ai besoin de temps pour explorer, pour faire du développement, pour patati patata. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, à ce moment-là, tu peux tout déléguer quand tu es chef d'entreprise, et y compris le management. Enfin, presque tout. Oui. Et donc, tu te libères, mais là, il faut trouver la bonne personne, il faut être sûr qu'on est en phase, etc. Mais quand tu fais ça, oui, tu te libères du management quotidien, mais tu gardes la partie du management qui est le management de vitalité, c'est-à-dire qui est j'amène des nouveaux projets, je donne de l'énergie. Oui, vous pouvez, oui, j'ai des entretiens avec mes collaborateurs qui sont non hiérarchiques, etc., qui sont plus sur l'inspiration, etc. Et tu es garante aussi de la culture de ton entreprise. Et ça, c'est vachement. Je pense que c'est un des trucs hyper importants à comprendre en 2024, c'est que c'est la culture de ta boîte qui va faire que tu vas obtenir des résultats. Et la culture, c'est assez large. La culture, c'est la somme des comportements de tes collaborateurs. C'est quand même un truc, ça veut dire c'est l'expérience de ton collaborateur. C'est ce qui vit dans ta boîte, comme un client qui vivrait ça chez un fournisseur ou qui aurait une expérience client, quoi, on va dire. Et donc, quand tu dis, non, tu peux pas... tu vois, là, en fait, ce que tu as dit à ta réalisatrice, c'est, non, chez nous, j'ai envie que ça se passe comme ça, les feedbacks. C'est-à-dire que ça fait partie de ma marque. Ça fait partie de l'ADN de la boîte que je suis en train de créer, qu'on ne laisse pas quelqu'un... je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais voilà, ça fait partie du truc. Après, toi, c'est comme ça, Pauline Sarda, c'est comme ça, et peut-être que machin chose, il s'en fout. Dans sa boîte, lui, c'est notre culture qu'il veut. Oui, les états d'âme, on s'en fout. Si elle a des états d'âme, on quelqu'un d'autre. Et je dis, moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que leader, souvent, tu restes aussi responsable de la culture, de comment on fait les choses dans la boîte, en fait. Je pense que c'est juste ça qui s'est passé. Ouais, hyper intéressant, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Alors, il y a un truc qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est que tu as dit que tu avais... en fait, tu as dit que tu avais fait une erreur de recrutement, après tu as dit on a dû arrêter un contrat, etc. Ça m'intéresse aussi, et ça intéresse les auditeurs, de savoir un petit peu les erreurs que tu as pu faire ou les difficultés que tu as rencontrées et comment, en tant que manager, puisque tu étais manager de ta boîte, tu les as surmontées. Enfin, tu vois que tu nous racontes un petit peu tes plantages et comment tu en es sorti finalement et les conséquences de tes plantages. Parce que quelquefois, on ne se rend pas compte tout de suite.
Oui, oui, oui. Des conséquences, les conséquences ont été nombreuses, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc fin 2022, on a recruté quelqu'un pour remplacer donc Marielle, dont je parlais tout à l'heure, qui partait en congé maternité. Ok. Donc, il avait besoin d'un remplaçant ou d'une remplaçante pendant 4 mois. Donc, on a mis en place un process de recrutement. On a suivi le petit process de recrutement qu'on avait en tout cas à ce stade. Et puis, arrivé à la fin de ce recrutement, la personne qu'on a recrutée ne cochait pas toutes les cases. Et ça, déjà, c'est la première erreur qu'on a faite. Mais je me suis dit, deuxième erreur, c'est juste pour 4 mois. Ouais. C'est une erreur incroyablement grande. Puisque, en fait, peu importe que ce soit 2 mois ou 4 mois ou 6 mois, en fait, c'est hyper important. Tu vois, ça, c'est un truc que vraiment je retiendrai aussi énormément de cette erreur que j'ai faite. Je me suis dit, c'est bon, c'est pour 4 mois. Dans tous les cas, même si elle coche pas toutes les cases, elle fera le taf. Une énorme bêtise. En plus de ça, sur un poste aussi important que celui-là, parce qu'il est en frontal avec les équipes, il gère les projets, il met en place les projets. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi, tu vois. Non, c'est énorme. Alors, évidemment, il n'y a aucun petit poste, mais là encore moins. Tu vois, là, vraiment, c'est-à-dire s'il y avait bien un recrutement sur lequel il ne fallait pas que je me trompe, c'était celui-là. Et juste une question, peut-être tu peux peut-être pas le dire, mais c'est quoi les cases qui n'étaient pas cochées? C'était plutôt de l'ordre des compétences ou plutôt de l'ordre du savoir-être ou plutôt... C'était plutôt au niveau des compétences. Compétences, d'accord. Qu'il y avait quelques cases qui n'étaient pas totalement remplies, on va dire. Elle avait de l'expérience et tout, mais par exemple, elle n'avait pas de l'expérience dans notre domaine d'expertise, notre industrie, on va dire. Ouais. Mais je me suis dit, moi, j'avais plutôt vu ça comme quelque chose de très positif. Je me suis dit, bah, c'est cool, elle va pouvoir apporter un œil nouveau. Tu vois, j'étais partie positivement et je pense que c'est valable pour plein d'autres. Tu vois, ça veut pas dire que je le referai pas de prendre quelqu'un d'une autre industrie, mais en tout cas, ça faisait partie des choses qui m'avait mis la puce à l'oreille, mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Et puis, quand on recrute, il se passe un phénomène. En fait, on est l'un en face de l'autre, toi qui as envie de trouver quelqu'un et la personne qui a envie de trouver un poste. Oui. Et l'erreur qu'on fait, surtout quand on est enthousiaste et positif comme toi, c'est, en fait, on veut tous les deux la même chose. Moi, je veux quelqu'un dans ma boîte qui convienne, puis elle veut trouver une boîte qui lui convienne. Et c'est pas évident pour certains profils d'être... En fait, vers la fin du recrutement, tu peux être comme ça. Une fois que tu as sélectionné. Mais le début du recrutement, tu dois être ultra négatif. Tu dois trouver je vois ce que tu veux dire. de ne pas prendre la personne. Tu dois être ultra sélectif. Et j'appelle ça le tango du recrutement. C'est-à-dire, tu fais... dans la première partie, tu es vraiment non, j'en veux pas, non, t'imagines le pire en fait, pour vraiment être très strict sur... Aller au bout, ouais. Et après, dans les gens qui restent, puisque tu as éliminé tous les gens qui cochaient pas toutes les bonnes cases, là, par contre, tu vends ta boîte. Et là, tu y vas, etc. Mais la grave erreur, quand on a beaucoup d'empathie comme toi, c'est de dire, ouais, il est sympa. Et puis, tu vois, c'est très drôle. Tu cites un défaut. Le défaut, c'est qu'il ne connaît rien à notre industrie. Tu dis, mais non, en fait, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Et si, c'est un défaut quand même. Oui, c'est un défaut quand même. Ouais. Ça qui est... Après, je suis pas en train de dire que Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment le truc des gens qui ont de l'empathie, en fait. Moi, c'est pareil. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai vraiment envie qu'il réussisse, puisque c'est mon job en tant que manager de les faire réussir. Ouais. Donc, quand j'ai une personne en recrutement avec moi, j'ai envie qu'il réussisse son entretien. Et donc, je dois me forcer à lui dire, mais non, faut que c'est pas le moment où je suis sympa et où j'ai envie qu'il réussisse, quoi, tu vois. Ouais, c'est intéressant comme manière de voir. Je ferai ça maintenant, là, par rapport au point négatif. Et il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas bien suivi notre process de recrutement. C'est-à-dire que normalement, nous, dans notre process de recrutement, il y a un test, on fait passer un test. Et en fait, là, on n'a pas fait passer de test. Ah, ok. Voilà, donc énorme erreur aussi. Et c'est fini, hein, j'ai plus fait, hein, tu vois. J'ai fait des tests maintenant, il n'y a pas de souci.
Donc on n'a pas fait passer de test. Et donc en fait, donc cette personne a commencé à travailler avec nous. Au début, ça se passait bien, et puis après il y avait des choses qui s'accumulaient, et puis moi je voyais que je devais reprendre plus de choses qu'avant. Enfin, tu vois, ça a été un peu insidieux comme ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu avoir un échange avec elle en fait, et voilà, pour qu'on discute un peu de la mission, comment ça se passait, etc. Et donc voilà, on a eu cet échange, et puis après cet échange, j'ai senti, malgré le fait que je m'étais bien assurée que ça allait de son côté, etc., qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et en fait, elle a tout bonnement jamais fini la mission, elle s'est barrée, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si je comprends bien, tu lui as fait un feedback, pas que positif, en ouais. disant ça va pas, et elle a pas supporté en fait. Je pense. En fait, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'interprète, quoi. C'est fréquent. Parce que 15 jours après, elle est partie. Donc elle est partie, alors pas comme une voleuse non plus, hein. Elle m'a quand même eu en ligne et tout, hein. Il y a pas de souci. Mais bon, elle m'a quand même dit je me casse, quoi. Donc moi, il faut savoir que en plus elle me dit ça, on était dans un moment important de l'entreprise, parce que sur le 3-6 notamment dont je parlais tout à l'heure, on fonctionne en lancement, on a 2 lancements par an, on était en phase de préparation opérationnelle de ce lancement-là. Ouais. Donc c'était pas du tout le moment. En plus de ça, moi je partais une semaine, alors très bizarre je sais, mais je partais une semaine me faire coacher dans le désert sans connexion internet, etc. Donc on avait tout arbitré pour qu'elle puisse gérer quand je suis pas là, etc. En fait, je me retrouve avec quelqu'un qu'on a recruté qui s'en va en plein milieu d'un moment hyper important pour la boîte, 3 jours avant que moi je parte pendant une semaine non-stop et sans connexion ni quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire pour trouver quelqu'un en 4 jours? Enfin, tu vois, c'est l'enfer total. Donc au final, on a réussi à retrouver une remplaçante d'une remplaçante. Okay. Qui a fait ce qu'elle a pu avec les éléments qu'elle avait, et elle s'est très bien débrouillée. Et en fait, c'était cette personne qu'on aurait dû recruter, tu vois, en premier, hein, ouais. Voilà. Mais surtout, là, ça a l'air de rien quand je le dis comme ça. Le problème, en réalité, c'est tout ce que ça a enchaîné derrière. C'est ça, en fait, le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a le problème sur le moment, ok, il faut gérer, machin, il faut savoir, il faut trouver quelqu'un d'autre, etc. Mais après, il y a tous les problèmes qui s'étalent, franchement, c'est simple, je vais te dire, on l'a recrutée en novembre. Elle est partie début décembre, donc tu vois, elle est restée 1 mois et demi avec nous, même pas. Et les problèmes liés à ce recrutement, les répercussions, ça a été jusqu'à avril-mai. Ah ouais. Je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait des mauvaises décisions qui avaient été prises, ou des trucs qui n'avaient pas été traités? Des choses qui n'avaient pas été traitées, des choses qui avaient été mal faites aussi. Ouais. Tu vois, typiquement, dans la gestion de projet, tu oublies des trucs, tu oublies des trucs importants. Bah, l'équipe ne sait plus ce qu'elle doit faire, ni qui doit le faire, à quel moment, pour quand. Enfin, c'était le bordel. Mais vraiment, le bordel. Je peux pas dire mieux. Et t'as pas eu un doute? Tu t'es pas dit, mais en fait, je suis pas faite pour avoir des équipes, je vais tout refaire moi-même. T'as pas eu cette tentation? Parce que parfois, quand on se lourde bien sur un recrutement comme ça, on peut, surtout quand on va dans le désert après, on peut se dire, non, mais en fait, il faut que je revienne à un truc. C'est moi, je m'éclatais mieux quand j'étais toute seule, etc. Il n'y a pas des fois cette tentation? T'as pas senti ça? Bah non, figure-toi. C'est bien. Non, j'ai pas du tout eu ça. Je me suis dit, bah on s'est planté, quoi. Voilà. Si tu veux, j'ai la possibilité de me dire aussi, j'ai la chance aussi d'avoir eu et j'ai des bonnes expériences avec des collaborateurs. Ouais, donc ça veut dire que je suis capable, tu vois. Bien sûr. Si par contre ça aurait été la première, là, pas de bol. Peut-être que je me serais posé la question. C'est ça qui arrive. En fait, là, tu avais déjà eu l'expérience avec Marielle avant, et qui était bonne. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, tu as dû être très contente quand Marielle est revenue. Elle moins, parce qu'elle a pu se rendre compte de toutes les conneries. Et tu vois, en fait, je suis désolé que tu aies eu cette mauvaise expérience, mais en même temps, je suis très, très content que tu en parles. Parce que moi, je dis, c'est un truc que je dis tout le temps. Je dis, si c'est pas la bonne personne, ne recrutez pas. Même si c'est si c'est le Bronx dans votre... T'as raison, ouais. Faut pas recruter. Quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Donc, faut pas recruter. Et puis, vous ferez moins de trucs, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous faites un mauvais recrutement, c'est exactement ce que tu viens de dire.
c'est que ça fout en général, surtout à des postes comme ça, hein, c'est qu'en fait, ça crée les problèmes que ça va créer seront bien pires que les problèmes qu'aurait créé l'absence de la personne, en fait, finalement. Ah, complètement. Et puis en plus, peut-être que tu aurais eu alors, je connais pas ton équipe, mais tu aurais peut-être eu des collaborateurs qui se seraient un peu révélés en l'absence de quelqu'un qui coordonne tout, qui se serait dit, ok, je le ferai moins bien que la personne chargée de ça, mais en attendant, je vais m'en occuper. Tu vois, tu peux avoir des phénomènes comme ça. Mais, ouais, possiblement. Non, c'est clair. Puis quand on est dans la frénésie du recrutement, on promet à son équipe que quelqu'un va arriver, puis en fait, on trouve personne, ça nous met la pression, et souvent, c'est là qu'on fait des erreurs. Alors, c'est quoi les leçons que tu as tirées de cette terrible expérience? Les leçons, il y en a eu plein. Il y a tellement de choses qu'on a mis en place derrière, tu vois. Ça a accéléré aussi, hein, donc c'est bien, positif. Ça a accéléré les choses. On a amélioré notre process de recrutement. C'est plus du tout le même, et surtout maintenant, on s'y tient vraiment. On va au bout du truc. Et effectivement, si la personne ne correspond pas, on prend personne, en fait. Il n'y a pas de... Tu vois. Tu fais participer d'autres personnes de l'équipe au recrutement, ou c'est toi qui recrutes? Non, je fais participer Marielle sur les gros... alors, Marielle était là aussi, quand même, aussi pour ce recrutement-là, même si c'était elle qui... Mais on a préparé le recrutement ensemble. Mais Marielle est là sur certains entretiens. Et après, on demande aussi l'avis aux autres. D'accord. Mais les autres sont pas là non plus sur les entretiens, tu vois. Mais on vient quand même demander l'avis, quoi. On demande au moins un avis consultatif, quoi. Ils font partie de l'équipe, donc ils vont travailler avec cette personne aussi quand même. Donc c'est un petit peu important. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu mets vachement de chance de ton côté quand tu fais dès le début du contenu du poste. Mais là, c'est pas pareil, c'est un remplacement. Mais quand tu crées un nouveau poste, c'est pas mal de faire travailler l'équipe complète sur du début, c'est-à-dire même la création de la fiche de poste, parce que tu peux avoir des gens dans l'équipe qui disent, mais en fait, ça, je sais le faire, moi. Donc, on n'est pas obligé de le demander à cette personne qu'on va recruter. Moi, je peux le faire. Et du coup, tu fais évoluer le contenu de poste de la personne que tu es en train de recruter, tu vois. Et les faire participer, évidemment, ça rend l'onboarding beaucoup plus naturel, quoi. C'est la personne que les gens ont choisie, ils sont engagés quelque part en participant au recrutement. Génial. Ouais, exactement. Bon, alors, ça, c'est la partie... C'était une expérience négative. Alors, moi, il y a deux choses qui m'intéressent maintenant. La première chose, c'est... Tu parles beaucoup de... C'est ce qui te fait avancer dans la vie, c'est que les gens prennent leurs responsabilités et passent à l'action. Comment tu fais ça Est-ce que tu fais ça avec tes collaborateurs déjà? Je comprends que tu le fasses avec tes clients, c'est la vocation de ton entreprise, de les faire passer à l'action et qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais est-ce que tu fais ça aussi avec tes collaborateurs? C'est la première chose que j'ai envie de savoir. Et puis après, ça m'intéresse aussi d'avoir tes succès et réussites en tant que manager. On a parlé des échecs, on a parlé des réussites. Bien sûr que j'essaye de le faire avec mes collaborateurs. Je pense qu'il doit y avoir un mur inconscient, tu vois, qui se met et qui est pas, j'arrive pas à prendre la même posture, tu vois, avec mes collaborateurs qu'avec nos clients. Ou nos clients, il faut aussi savoir que ils viennent aussi en partie pour ça chez nous. Tu vois, ils viennent chercher le fait qu'on les responsabilise, qu'on les mette face aux choses. Bien sûr. Et qu'ils fassent les choses, tu vois. Or, les collaborateurs, ils viennent peut-être pas forcément pour ça, tu vois. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. C'est pas les mêmes personnes, donc, c'est pas la même cible, hein, quand même. Ouais, on est d'accord. Non, mais évidemment, ouais. Je me doute que tu le sais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, je trouve que responsabiliser un collaborateur, je trouve ça plus difficile que de responsabiliser un client, tu vois, qui a son business et tout. Surtout qu'il y en a un qui te paye pour que tu lui fasses prendre des responsabilités. Alors exactement. L'autre, c'est dans l'autre sens. Tu le payes. L'autre, c'est dans l'autre sens. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Donc c'est pas forcément facile. Ouais. Et après sur le passage à l'action, là pour le coup, je pense que je pense que je le fais bien aussi par rapport à l'équipe.
J'essaie d'encourager un maximum le fait d'essayer des choses aussi, tu vois, de faire des choses et on verra bien après. Et si c'est pas exactement comme ça devait être, ben c'est pas grave, au moins t'as fait. Ouais. Surtout que moi je trouve que en France particulièrement, je connais pas les autres types d'éducation, tu vois, à l'étranger, parce que j'ai pas été à l'étranger. Mais je trouve qu'à l'école, par exemple, on t'apprend souvent que si tu essaies quelque chose et que tu rates, c'est pas bien. Exact. Sauf que dans la vie, t'es obligé de faire des choses. Encore une fois, on revient sur le passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, il va rien se passer en fait. Tu vas rien apprendre. Tu vas pas Et te il y a planter, que ça c'est sûr. tu vas pas Tu te vas planter. Mais il C'est va ça. rien t'arriver de bien non plus. Ouais, exactement, c'est ça. En tout cas, je crois vraiment en ça. Et donc moi, j'ai envie aussi de transmettre ça, tu vois, aux collaborateurs qui travaillent avec nous. En fait, moi je pense que nos collaborateurs doivent faire des erreurs. Ouais. Tu vois, moi, je me disais toujours, il y a longtemps, je me suis dit ça. On parle de droit à l'erreur. Tu vois, souvent, ouais, il faut donner le droit à l'erreur à ses collaborateurs. Donc, je disais, ouais, c'est vrai, il faut donner le droit à l'erreur à ses collaborateurs, mais pas deux fois. C'est-à-dire que on peut se tromper une fois, mais pas deux fois. Et après, je me suis regardé, je me suis dit, mais n'importe quoi. Moi, j'arrête pas de me tromper 2, 3, 4 fois, 5 fois avant de comprendre. Après, le rôle du manager, c'est de dire, non, mais là, tu as fait une erreur. C'est quand même de le dire, il faut avoir le courage de le dire. Absolument, il faut le dire, bien sûr. Et en fait, plutôt que le droit à l'erreur, moi, j'aime bien mélanger justement la responsabilité et le passage à l'action. En disant, on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs. Ça, c'est un chef d'entreprise qui me l'a dit, et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais ouais, c'est ça. En fait, ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de décrire à propos du process de recrutement, c'est la preuve que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, si toi, tu apprends comme ça, tes collaborateurs, ils apprennent comme ça aussi. Après, faut limiter les erreurs. Oui, on est d'accord. Mais surtout, ce qu'il faut leur dire, c'est, chez moi, tu as le droit de faire des... Enfin, ce que je conseille de dire, c'est, tu vas faire des erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que tu n'essayes pas assez de trucs. Par contre, quand tu fais une erreur, la cache pas. Ah oui, alors ça... Et répare-la. À partir du moment où tu donnes la chance à la personne de réparer son erreur et de lui dire, mais attends, je te reproche pas d'avoir essayé. Je te reproche peut-être d'avoir fait une erreur, oui, mais pas d'avoir essayé. Donc maintenant, si tu résous ton erreur, si l'erreur que tu as faite, bah, tu la transformes en succès ou juste tu l'effaces, il n'y a pas de souci. Tu pourras en refaire une après, ce ne sera pas un problème. Et je pense que c'est une manière plus responsabilisante d'apporter le truc. Mais c'est pas évident à dire. C'est-à-dire, c'est pas non plus, bon, faites toutes les erreurs que vous voulez. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu, quoi. Ouais, mais justement, le juste milieu, et je pense que les humains, ils sont faits comme ça. Les humains, ils sont antifragiles. Ils savent bien qu'ils doivent se confronter à la réalité pour devenir plus forts. Par contre, se confronter à la réalité, c'est pas sauter par la fenêtre du 3e étage pour voir comment ça va faire. C'est sûr que là, l'erreur, tu pourras pas la réparer. Par contre, faire un effort et puis se planter, corriger, etc. Ça, c'est-à-dire que une action d'un de tes collaborateurs doit jamais mettre en danger l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, ils n'ont pas le droit de prendre un truc qui dit, bah, si je fais ça, ça fout le boss en prison, ça fout la boîte par terre, etc. Mais si ça mécontente un client, mais qu'après je le rappelle, je m'explique et je me débrouille et que mes collègues m'aident, etc., c'est une bonne erreur. Donc, je trouve que c'est tout un sujet en soi, cette histoire de... Et je pense que ça correspond un petit peu à la fois au passage à l'action, parce que quand tu as moins peur de faire des erreurs, bah, tu passes plus facilement à l'action, et à la responsabilisation, puisque oui, tu vas faire une erreur, c'est sûr, ça va arriver, comme à tout le monde, mais tu vas devoir la réparer. Et en fait, à la fin, tu seras content quand même si tu t'es planté, tu as réparé l'erreur, tu as appris un truc et on continue, quoi. Et tu as appris quelque chose, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'on apprend... Enfin, c'est hyper surfait, hein, ce qu'on dit là, tu vois, parce que dans le sens où de dire, bah oui, mais c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. Mais c'est aussi bête que ça, mais c'est vrai. Mais oui. Le pire, c'est quelqu'un qui te dit, non, mais j'ai pas fait d'erreur. Non, mais c'est exactement ce que tu disais. Le mec qui te fait la nénette qui te fait le discours, non, mais c'est pas de ma faute. Non, mais en fait, on ne peut pas faire autrement. Non, mais ça, par contre, tu peux pas accepter dans le discours. C'est ça. Et tu vois, bon, tu as fait un feedback à ta collaboratrice et elle s'est barrée.
c'est tout. Elle s'est barrée parce que finalement, elle n'est pas d'accord avec toi sur le fait qu'elle a fait une erreur ou elle veut pas assumer, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux qu'ils s'en aillent, ces gens-là. Je pense que vraiment, on a besoin d'employés de managers qui comprennent ce que qu'on apprend qu'en faisant des erreurs et d'employés qui acceptent que quand ils font une erreur, ils la cachent pas, ils la disent. Et moi, les meilleures personnes que j'ai dans mes équipes, c'est des gens, quand ils font une erreur, ils dorment pas de la nuit. Toute la nuit, ils se disent, mais Ouais, c'est ça. parce qu'ils se le cachent pas. Oui, j'ai fait une connerie, c'est pas bien, mais je vais la rattraper. Je vais la rattraper. Voilà, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, je dirais, sur les succès et les réussites en tant que manager? Tu as parlé du 1 à 1, donc ça, c'est un outil visiblement qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des choses dans tes succès que tu as envie de partager sur le management? Ouais, il y a un truc que je mets en place depuis un moment maintenant, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, tous les collaborateurs ils doivent remplir une fiche c'est un modèle en fait qu'on envoie. Génial. Donc ça concerne à la fois le travail, c'est-à-dire la partie opérationnelle, mais ça concerne aussi la partie humeur, comment tu t'es senti, est-ce qu'il y a quelque chose qui allait pas bien cette semaine, etc. Et donc ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que tous les lundis matins, tout le monde doit aller checker les fiches de tout le monde, déjà pour savoir un petit peu dans quel mood chacun est. Et aussi, c'est hyper intéressant parce que comme c'est par écrit, tu vois, il y a des choses qui sont plus faciles pour certains à dire par écrit, plus difficiles à engager sur une réunion ou autre chose. Et donc, c'est hyper intéressant parce que parfois, on se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas dans un super mood et qu'on ne l'a pas vu, ou qu'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé mais qu'on n'y a pas fait attention non plus. Et donc dans ces cas-là, on va pouvoir aussi mettre un commentaire, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Et tu vois, ça permet d'engager la discussion aussi sur ça. Et donc ça marche hyper bien. Et tu fais sous quelle forme? C'est un mail? C'est-à-dire c'est en fait, c'est une sorte de questionnaire, comme une sorte de formulaire un peu. Ouais, OK. Qui est sur nous, juste on utilise ClickUp, tu vois, pour notre gestion de projet, etc. Du manager aussi. Voilà. Et donc, en gros, on a une fiche ClickUp avec un template à l'intérieur et chacun vient le remplir. Génial. Et vient le passer dans la fiche. C'est prêt, tu vois. Et donc, tu mets à la fois des choses très opérationnelles de qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, sur quoi j'ai été bloqué, etc. et des émotions, enfin, des choses qui sont plus de l'ordre. Ah, OK. Tu vois, c'est ça. Il y a en gros, genre, j'ai pas exactement les questions en tête, mais il y a du style comment je me suis sentie cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Quels sont mes sujets de la semaine prochaine? Et qu'est-ce qui est important à notifier pour la semaine prochaine? Génial. En gros, tu vois, quelque chose comme ça. C'est succinct, c'est-à-dire que ça leur prend pas 10 ans à remplir, mais c'est important parce que comme ça, tout le monde sait où tout le monde en est déjà, premier élément, et en plus de ça, ça prend en considération aussi la partie humeur, émotionnelle, etc. Super. Tu vois, nous, on a un outil qu'on appelle le 15-5. Alors, pourquoi 15-5? 15 minutes pour le remplir, 5 minutes pour le lire, parce qu'on veut pas... Ok, j'adore. Voilà. Et effectivement, on fait le bilan de sa semaine. Qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine? Même pour la personne elle-même, c'est super important parce que tu as plein de gens, ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont réussi à battre dans la semaine. Ils sont tellement tournés vers l'avenir qu'ils oublient de se dire pas mal quand même, etc. Et rien que le fait de remplir le truc, d'ailleurs, tu te sens mieux en général parce que j'ai fait ça quand même. Donc la première question, c'est ça. Après, c'est qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Ce sur quoi je suis bloqué. C'est-à-dire un peu, je bloque là-dessus, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Les infos business, parce que tu vois, un commercial, j'ai appris tel truc, les trucs importants de la semaine, un peu les news du business en fait. Et tu vois, nous on met pas la partie comment je me sens. Et ça me plaît. En fait. Je trouve ça génial. Je pense qu'il y a des gens, ils doivent le faire facilement, d'autres ça doit être plus dur, mais pas grave quoi. Je trouve que faut avoir, plus les gens communiquent, mieux c'est, de toute façon. Ouais, non, mais complètement. Et puis, la plupart du temps, 90% du temps, c'est RAS, tout va bien, j'étais bien cette semaine, tu vois. Mais il y a quand même des fois où ça remplit son rôle, tu vois. Donc c'est important. Carrément. Et après, il y a un deuxième truc aussi, et que je vois d'ailleurs quand j'en parle à certains, il y en a très peu qui le font. Alors, je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, c'était important pour moi de le préciser. En fait, on s'est rendu compte, par exemple, on a des checklists de vérification pour certains, tu vois, certains éléments opérationnels qui se font régulièrement. Et en fait, malgré les checklists, malgré le process,
la checklist de vérification, il y avait encore des erreurs. J'étais là, ça me rendait dingue. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, c'est quoi le problème? Et du coup, j'ai rajouté un truc tout bête. En premier, en rouge, en haut des checklists et en haut des process. Du style, par exemple, je sais pas moi, faudrait que je donne un exemple concret, vérification d'une page de vente. Tu vois, il y a une page de vente qui vient d'être mise en ligne, il y a besoin de vérifier si les boutons sont les bons, si les machins, etc., s'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc., etc. Eh bien, en haut, on a écrit en rouge, et il faut le cocher avant, je suis en forme, j'ai dormi, je suis, etc. Parce que, c'est tout bête, mais on s'est rendu compte que s'il y avait des erreurs, il y avait encore des erreurs malgré ça, c'est parce que les vérifications n'étaient pas faites au bon moment, n'étaient pas faites dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est fatigué, qui a sa journée dans les pattes et qui fait ça à 18h. En fait, nous, on fait pas une vérif à 18h, on fait une vérif à 9h du mat quand tu démarres et quand tu es en forme, quand tu as passé une bonne journée. Tu vois, enfin, et donc, on a rajouté ça, mais tout bête. On a rajouté ça. Alors, c'est pas vraiment du management, au final, tu vois, c'est du process, c'est de la structure. Mais ça a tout changé, quoi. Ouais, non, puis c'est accepter qu'on n'est pas des machines. Non, je trouve ça vachement bien. Vachement bien. Ça me donne des idées, tu vois. C'est vraiment intéressant. Nous, on s'était rendu compte mais c'était un auditeur qualité qui s'était rendu compte dans une de mes boîtes de ça qu'en fait, on avait comme ça des trucs à cocher avant les expéditions. Et en fait, il y avait un truc, bon, ça paraît bête quand on le dit, mais en fait, le gars, il estimait qu'il avait fait son travail quand il avait fait les croix. C'est-à-dire que c'était pas la vérification, le travail, c'était de faire les croix. Moi, j'ai jamais imaginé ça. Mais il me dit, mais on m'a expliqué ça. On m'a dit, bah, tu prends ce truc-là, tu vois, tu coches ça, tu coches ça, tu coches ça. Juste, bah oui, mais t'as pas fait ce qui est... Oui, t'as pas fait l'objectif de cette fiche. Ce n'est pas juste de mettre des coches, quoi. Donc, quelquefois, ouais, il faut... Et puis, de temps en temps, changer l'ordre des trucs, etc. Après, moi, je trouve que ça participe aussi à responsabiliser. Carrément. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'il y a des fiches de vérif. Si les fiches de vérif, elles sont cochées, c'est ta responsabilité s'il y a une erreur, en fait. Tout à fait. Tu vois ? Parce que, normalement, tu as bien suivi la checklist, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Et la responsabilité, c'est effectivement de le faire avec attention. Et je suis certainement que ton préalable, là, le truc qu'on coche, ça responsabilise la personne sur tu le fais sérieusement, quoi. Oui, exactement. Tu viens bosser en ayant bien dormi, tout ça, quand même, en étant opérationnel. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, on rajoute aussi, ça c'est juste sur ClickUp, sur la partie gestion de projet, on rajoute aussi des warnings sur les tâches ou tu vois, les endroits, les grosses tâches où il y a vraiment un warning d'attention. C'est-à-dire en mode, là, on peut pas se tromper, là. Tu vois ? Du style, je vous donne un exemple, mais sur les séquences email, quand tu es en train de lancer un produit, tu peux pas te permettre qu'il y ait le lien qui marche pas à l'intérieur, quoi. C'est pas possible, le lien qui en fait. marche pas, le code promo qui marche pas. Exactement. C'est ça. Et souvent, et donc, on met des warnings. Il y en a plusieurs, il y en a toujours un, les 5 qui marchent pas. Ouais, voilà. Donc, ouais. Je suis sûr que ça va donner plein de bonnes idées à Adélie je vais lui dire d'écouter. Ah, super. Génial. Ok, bah écoute, génial. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Moi, j'aime bien qu'on termine parce que c'est pour encourager les gens qui écoutent jusqu'au bout, il y a toujours le meilleur contenu à la fin dans les podcasts. Ça m'intéresse de savoir alors pas forcément entre 1 et 3 outils, on va dire, que tu auras envie de partager aux managers. Là, tu viens de partager un truc, je pense, c'est une petite pépite. Tout ce que tu viens de sur dire, les best practices, effectivement, je pense qu'on pourrait le mettre dans les best practices, clairement. Moi, je pense qu'il y a 2 trucs là que tu viens de dire. Pour moi, ça m'a fait tilt en tout cas. Le truc de mettre aussi comment on se sent dans le 15-5 et puis le fait d'avoir quelque chose comme ça au début des checklists. Mais est-ce que tu as d'autres trucs tant qu'on y est? Truc tout bête, je pense, mais je vais quand même préciser process de prise de congé. Oui. Moi, c'est quelque chose maintenant que je fais signer en fait aux onboarding, que les gens sachent quelles sont les conditions et comme ça, il n'y a pas de négociation possible parce que c'est ça aussi surtout. Donc, process de prise de congé, process de recrutement en place, l'optimiser constamment et surtout
le suivre jusqu'au bout. Ouais. Ça vient de mon erreur, mais c'est-à-dire je pense qu'il y a des trucs où on a besoin de juste fonctionner en mode machine. C'est-à-dire que le recrutement, il faut à la fois fonctionner avec l'émotionnel, mais à la fois fonctionner avec le mode machine. Un petit peu comme le management, en fait, finalement. Tout au début, dans le process de recrutement. Nous, on a fait une formation, on a une formation là-dessus. C'est surtout le début qui est extrêmement, tu vois, justement la partie où il faut éliminer. C'est la partie où il faut se faire violence. Bah là, tu te mets en mode machine. Et le feedback que j'ai eu par rapport aux gens qui ont pris cette méthode, c'est mais même quand je suis crevé, ça marche. Alors qu'en général, quand tu es crevé, c'est dur de faire un entretien de recrutement. Et je donne un petit truc au passage. Quand tu te rends compte qu'en fait, dans ton entretien, tu as été peut-être trop sympa, enfin trop sympa, on n'est jamais trop sympa, mais que tu as trop fait d'empathie avec le collaborateur, tu peux encore te rattraper en demandant à quelqu'un d'extérieur ou une autre personne de dire « Prends ce mec-là en entretien. » Je dis « Moi, ça a tellement fité avec lui, il m'a tellement emmené et tout que j'ai perdu mon esprit critique. J'ai vraiment besoin de savoir si sur les basiques, il n'y a pas des manques. » Moi, je suis comme toi. Moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie qu'on soit cool. J'ai envie que, voilà. Ouais. Et puis, des fois, tu as des profils. Par exemple, un commercial, c'est son job de te faire te sentir bien et tout. Donc, s'il est bon, il va t'emmener. Hein. Oui, et c'est le clair. truc, c'est, ouais, mais peut-être que, en fait, n'importe quoi, il parle pas anglais. Ou peut-être il est pas du tout, il a pas envie de faire des déplacements. Ou peut-être il a raconté, bah, hop. Moi, dans ces cas-là, je me dis, bah, j'ai pas été assez vigilant. Donc, je prends quelqu'un d'extérieur. Je prends un joker extérieur. Je fais passer la personne avec une autre personne qui va me donner une image externe. Ouais, et puis être objectif, en fait, plus objectif que nous, on a été biaisé parce qu'on s'est bien entendu, parce que... C'est ça. Et plus la personne à qui tu fais faire ça te connaît, mieux c'est. Ah ouais, hyper intéressant. Jamais fait. Donc, trop bien. Et après, je pense que je peux donner aussi dans les best practices les deux que j'ai donnés, là, le bilan hebdo avec la prise en compte des humeurs et du mood de la semaine. Super. Et puis la prise en compte des émotions sur les process. Ouais, ça, c'est super. Super intéressant. Ok, Pauline. Eh ben, je suis ravi de t'avoir accueilli sur le podcast. On a finalement réussi à le faire. Ouais. Évidemment, on mettra en descriptif du podcast tout ce qu'il faut pour rentrer en relation avec toi. Je suppose que c'est plutôt sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, c'est ça. Et puis mon podcast aussi pour les entrepreneurs. Qui s'appelle Vision. Vision, ok, ouais. Ça marche. Je te remercie infiniment et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Cédric. Salut. À très vite, bye bye. Ciao. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as eu plein de déclics, plein de pépites et que ça va t'aider à avancer dans ton management. Si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mes meilleurs conseils, mes meilleurs déclics et mes meilleures pépites dans ta boîte mail, il suffit de suivre le lien en descriptif qui s'appelle Mail privé ou d'aller sur le site outildumanager.com, tu suis le lien Mail privé et tu t'abonnes, c'est totalement gratuit et tu auras accès à mes meilleurs conseils. Je te souhaite une excellente semaine, je te dis à bientôt.